Bonjour à tous, absolument ravi de vous retrouver pour parler de l'avenir du tourisme et de l'avenir d'un type de tourisme qui tend à devenir de plus en plus important. Et il s'agit du tourisme animalier. On a la chance d'avoir avec nous Marine Calmet, qui est la fondatrice d'une ONG qui s'appelle Wild Legal et qui justement défend et promeut une sensibilisation du vivant qui passe par les droits de la nature et donc beaucoup de questions juridiques. Peut-être tu pourrais présenter davantage ce qu'est Wild Legal, ce que tu y fais et ce que tu proposes. Merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je suis avocate de formation, juriste en droit de l'environnement et j'ai effectivement cofondé et je suis aujourd'hui la présidente de cette ONG qui a pour mission la reconnaissance des droits de la nature en France. Il s'agit d'un mouvement mondial, ce mouvement pour les droits de la nature, qui vise par le biais de nouveaux concepts, à la fois philosophiques et éthiques, à établir un nouveau rapport au vivant. Tu l'as très bien dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos rapports avec la nature, et notamment avec le sauvage, ils sont conditionnés d'une certaine manière par un regard que nous portons sur le monde qui est profondément utilitariste. On considère la nature comme un ensemble de ressources, de gisements, de services écosystémiques. Parfois, on a aussi une dimension très patrimoniale. On s'identifie à certains territoires, on les protège parce que, ils nous renvoient à notre propre identité, à notre culture, mais pas pour eux-mêmes, finalement, pour l'image qu'ils renvoient de nous. Et en fait, le mouvement des droits de la nature vise à ajouter un autre regard, un regard d'altérité, considérer l'autre pour ce qu'il est et ce qu'il nous apporte justement dans cette grande communauté des vivants. Et donc, d'une certaine manière, le mouvement des droits de la nature, il est à la fois éthique et philosophique, mais bien sûr, il a une conséquence juridique, c'est de reconnaître la nature comme un sujet en soi, et non pas un ensemble d'objets ou de marchandises, et d'un sujet titulaire de droits propres. Et comme dans l'histoire de l'humanité, le mouvement des droits de la nature il s'inscrit dans le prolongement de ce qu'on reconnaît à l'autre comme droit, le droit d'exister, le droit d'être en bonne santé, le droit lui aussi d'être préservé dans son intégrité. Et donc c'est une dynamique mondiale aujourd'hui, très présente en Amérique du Sud, mais qui est en pleine expansion à travers le monde. Marine, tu viens de parler d'Amérique du Sud. Il y a une bonne nouvelle là, qu'on peut raconter qui concerne l'Équateur. Est-ce que de manière brève, tu peux nous résumer cette histoire ? Oui, ça remonte à 2008, donc, où, par le biais d'un référendum, la population a été amenée à voter sur une nouvelle constitution profondément écologique, sociale et protecteur des droits des peuples autochtones et des droits de la nature. En fait, aujourd'hui, le mouvement est vraiment sur tous les continents. Donc, il n'y a plus un seul territoire, je dirais, où il n'y a pas au moins un collectif, une association, voire carrément une collectivité territoriale, une ville qui utilise ces concepts-là justement pour revoir la manière dont on cohabite avec le vivant. En Nouvelle-Zélande, le fleuve Wanganui a été reconnu comme sujet de droit depuis 2016 par le biais d'une loi et ça a eu des conséquences notamment sur la politique de barrage, sur la politique électrique, sur les déplacements sur le fleuve, donc ça touche aussi à l'industrie du tourisme et du transport par bateau sur cet écosystème-là. C'était une revendication très forte des peuples maoris pour protéger leur culture, leur identité et pour justement préserver leurs liens qu'ils considèrent comme une quasi-filiation puisque les maoris se considèrent comme des descendants aussi du fleuve rattachés au fleuve lui-même par leur esprit. Et donc, c'est très important culturellement de préserver cet héritage pour eux et de le faire inscrire dans le droit. Et au Costa Rica, il y a eu une autre expérimentation locale menée par une ville qui s'appelle Curridabat. C'est juste à côté de la capitale du Costa Rica. San José. Exactement, où les habitants menés aussi par leur maire, ont décidé d'expérimenter la reconnaissance de la citoyenneté d'honneur des autres qu'humains, et à commencer par les abeilles sauvages. Et donc en fait, ça a des conséquences très concrètes. Chaque citoyen, humain et autre qu'humain, est désormais un citoyen à part entière de la ville. Et donc ils ont revu toute leur politique de cohabitation entre tous ces êtres vivants au sein d'un milieu qui n'est donc plus seulement un milieu urbain, mais un écosystème avec des citoyens qui ont des ailes, d'autres qui ont des feuilles, d'autres des nageoires, et puis certains qui ont, comme toi et moi, deux jambes et deux bras. Et ça a des conséquences très importantes en termes de bien-être, de bien vivre. Et l'idée était par là de réaménager la ville pour qu'elle soit douce pour tout le monde. Donc, d'où l'idée de Ciudad Dulce, de ville douce. Gros coup de chapeau au Costa Rica, hein. Je crois de mémoire qu'ils ont protégé un quart de leur territoire. Je rappelle qu'en France, moins de 2% du territoire français est protégé actuellement, donc gros coup de chapeau. On va rentrer dans le vif du sujet parce que nous, ce qu'on veut, c'est de faire cet exercice finalement, de penser, d'imaginer ce que pourrait être ce tourisme dans son acception juridique en 2075. Peut-être quelques rappels avant de te poser mes premières questions. De quoi parle-t-on ? Quel est ce tourisme
tourisme animalier dont on parle, évidemment, on pense tout de suite aux safaris, alors que ce soit des lieux sauvages ou des lieux, des game reserves, des réserves qui sont enclos ou pas. On parle de l'observation de la faune marine qui gagne en notoriété. On parle de visites de réserves, de parcs animaliers. On parle aussi de volontariat dans des sanctuaires. Il y a de plus en plus de gens qui veulent être de plus en plus utiles. Ça en fait partie aussi. Et puis, il y a ce fameux mot, l'écotourisme animalier, qui prend diverses formes. Et donc, grosso modo, il y a ce qui est aujourd'hui considéré comme éthique et ce qui est considéré comme pas éthique. Éthique plus ou moins, tu nous en diras peut-être les limites, en tout cas celles que tu as envie de nommer dans un instant. Et puis pas éthique, je pense, alors là pour le coup tout le monde a ses caricatures, c'est ces voyages à dos d'éléphant, les ânes de Santorin, tu sais ces pauvres ânes qui montent les marches là toute la journée, tous ces dromadaires du Moyen-Orient, etc. Et la liste est encore longue. Quelques chiffres pour finir cette espèce d'introduction. Le poids de ce tourisme dont je parle, le tourisme lié à la faune sauvage, c'est 250 milliards de dollars, chiffre 2023. Et ce que je viens de dire, ça représente 10% de la valeur totale du tourisme mondial. Donc ça a un énorme poids. Et le dernier chiffre que j'ai envie de donner, c'est que quasiment la moitié, 40 à 50% des touristes en général, ont envie de cette expérience nature. Est-ce que tu penses que cette tendance actuelle, qui est plutôt positive, qui est plutôt vertueuse, va continuer à s'accélérer? Comment tu vois les choses en 2075? En fait, le mouvement des droits de la nature, il prend une envolée aujourd'hui exponentielle. Et on est un peu face à un momentum mondial, c'est-à-dire que face à des enjeux très clairs et évidents en termes de protection du vivant, de la biodiversité et du climat, on a un choix qui s'offre à nous de transformer notre droit, transformer nos usages, nos activités humaines en général, et donc forcément aussi les activités touristiques et tout ce qui touche au voyage. Et donc la question, c'est justement, est-ce qu'on va emprunter un chemin positif et se reposer les questions qui vont avec ces choix à faire. Et donc, juridiquement, ça a forcément des conséquences parce qu'il va falloir rebâtir des règles autour de se vivre en cohérence avec les capacités biologiques de nos milieux. Et donc forcément, ça va toucher aux activités du tourisme et du déplacement de population pour des questions de loisirs. Ça va toucher à la question de la présence des humains dans certains écosystèmes. Tu penses que cette prise de conscience, qui paraît vertueuse, en tout cas là en 2025, est-ce que tu penses que ça aura un impact sur le tourisme? Je pense qu'il y a plusieurs enjeux autour de cette question-là. Il y a la question d'une prise de conscience que l'industrie du tourisme ou les activités touristiques en général, elles sont de toute façon intrinsèquement liées à la qualité de nos écosystèmes. Il n'y a pas, d'ailleurs c'est vrai pour toutes les activités humaines, de stabilité d'un modèle économique dans un écosystème en train de s'effondrer. Et donc, comme toutes les activités humaines, elles sont 100% dépendantes du déséquilibre de nos milieux de vie. Qui aurait envie d'aller se balader dans un désert pollué par les plastiques? Qui a envie d'aller se baigner dans une mer malade ou mourante? Et on le voit aujourd'hui, en fait, ça a des conséquences immédiates sur la manière dont on pratique les activités en extérieur. Et je pense que il y a une vraie prise de conscience autour de ça, de notre profonde dépendance au milieu de vie. Moi, je plonge, par exemple. Quand on met la tête sous l'eau avec le masque et les bouteilles et qu'on se rend compte qu'en fait, les coraux sont en train de mourir ou de blanchir à cause du dérèglement climatique, eh ben, on voit bien que les clubs de plongée sont sensibles à ces questions-là, parce qu'ils sont eux aussi directement concernés, leur activité est directement percutée par le dérèglement climatique. Donc aujourd'hui, il n'y a plus aucune activité humaine, de toute façon, qui n'a pas cette question-là fondamentalement chevillée au corps. Et nous, on est là, juristes, en train de dire il faut inventer un modèle juridique où en fait, en protégeant nos milieux de vie, on protège chaque facette de nos activités, qu'elles soient les facettes qui touchent à nos droits fondamentaux, le fait de pouvoir se nourrir, de pouvoir s'alimenter, de respirer un air pur, et toutes les facettes qui touchent à d'autres droits, et notamment les droits économiques, et donc la capacité pour nous, humains, d'inventer des systèmes économiques demain qui soient résilients au bouleversement du XXIe siècle. Comme tu le sais, ce tourisme, quoi qu'on en dise, a un impact sur les principaux concernés, les espèces qui vivent dans ces milieux. Est-ce que les décisions juridiques qui pourraient être prises d'ici 2075, tu penses que ça va aider à la fois à la prise de conscience, mais aussi ça va donner un cadre qui va faire en sorte de limiter cet impact? En fait, je pense qu'il y a un sursaut qui va probablement venir de toutes les parties prenantes. C'est-à-dire que, à mon avis, il y a à la fois des demandes qui seront formulées par les acteurs professionnels eux-mêmes, pour protéger leur gagne-pain, in fine, et par les milieux de la conservation de la nature, qui vont aussi demander plus de régulation, et par les citoyens.
parce que c'est aussi notre qualité de vie qui en dépend. Et donc, je pense que tout l'enjeu va être de trouver un compromis, un accord, et de se mettre justement autour de la table pour discuter de quelles sont ces lois dont on a besoin pour protéger les milieux de vie, ces lieux d'activité économique aussi, et donc les droits humains in fine. Et donc pour moi, c'est vraiment mettre bout à bout tous ces sujets-là et se dire comment est-ce qu'on fait pour penser ces interdépendances, celles qui nous lient au vivant, qu'on le veuille ou non, et comment on fait en sorte de trouver un égard vis-à-vis du milieu qui fasse que nos activités soient équilibrées sur le long terme, viables, qu'il ne s'agisse pas justement d'un one-shot, une marchandisation du vivant qui conduise sur le très court terme à sa destruction et donc l'incapacité de prévoir en fait des modèles économiques qui sont compatibles avec le vivant sur le long terme. Moi, ça, c'est exactement la dynamique dans laquelle on est avec Wild Legal, c'est dire comment on fait pour trouver un modèle juridique qui encadre nos activités humaines sans nous exclure des milieux de vie. Il ne s'agit vraiment pas de ça. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire l'humain n'a plus rien à faire dans la nature. Nous faisons partie de la nature. C'est justement une dynamique relativement différente avec d'autres logiques de libre évolution ou de sanctuarisation. Le mouvement des droits de la nature, il dit l'être humain est un animal comme un autre. Aussi, lui, doit prévoir son rôle, sa place dans la nature et retrouver un sens en fait à sa présence dans le vivant. Et ça, c'est toute la différence pour moi. C'est quel est le sens de notre présence ? Et est-ce qu'on est dans un rapport de réciprocité ? Parce que quitte à aller dans ce milieu-là, et tu le dis, il n'y a aucune présence qui n'a pas d'impact. Est-ce que notre présence va être positive pour le milieu ou est-ce qu'au contraire, notre présence va susciter un stress, une dégradation ? Et donc la vraie question, c'est comment on laisse un impact positif dans notre milieu et comment on construit des modèles qui justement apportent une forme de réciprocité, qu'on ne soit pas là juste en consommateur de services écosystémiques, en consommateur de vivants, mais qu'on soit là aussi comme des acteurs et des clés essentielles dans ces écosystèmes dont nous faisons partie. Comme tu le sais, les milieux sauvages sont grignotés et il y a peu de chances que ça s'arrange d'ici 2075, j'aimerais me tromper. Est-ce que tu penses que la poursuite de l'écotourisme ou du tourisme animalier en général va nécessiter la fermeture de certains endroits pour les préserver ? Est-ce que tu penses qu'on pourrait choisir des endroits où ces interactions seront autorisées demain, sachant que déjà ça se réduit comme une peau de chagrin, les territoires où on peut observer les animaux ? Je suis pas sûre que ce soit franchement dans cette dynamique-là que j'envisage les choses. C'est-à-dire que moi, je pense que ça va s'améliorer dans le sens où je crois qu'on a l'intelligence nécessaire pour se dire il va falloir freiner drastiquement justement le grignotage de ces espaces sauvages parce que c'est de là que la vie peut repartir, que le sauvage peut reprendre justement. Et donc on a absolument besoin de prendre conscience que ces espaces de sauvages doivent être protégés. En revanche, je ne pense pas que ça exclut nécessairement la présence de l'homme parce qu'on n'est pas forcément un élément perturbateur. Encore une fois, on peut aussi être une sentinelle, une vigie. On peut être une gardienne, un gardien. Ça, c'est tout mon travail, c'est justement de dire on n'est pas forcément cet élément toxique quand on mesure son impact, quand on est conscient de ce qu'on fait. Mais ça nécessite encore une fois cet égard vis-à-vis du vivant. C'est une forme d'éthique dans l'appréciation qu'on a de notre place justement au sein de ces écosystèmes. Et donc pour moi, il y a juridiquement besoin de construire des modèles où on stoppe drastiquement justement ce grignotage des espaces. On réduit aussi drastiquement l'impact qu'on a sur le reste du vivant parce qu'il ne s'agit pas de mettre sous cloche comme ça des territoires, c'est pas du tout notre dynamique. Nous, notre dynamique, c'est justement de freiner globalement l'impact sur l'ensemble du milieu. Le mouvement des droits de la nature, il dit quoi ? Il dit toute la nature a des droits. Pas simplement quelques poches de résistance comme ça, quelques oasis où la vie pourrait magiquement reprendre. Il faut ces oasis, ces poches de vie, certes, mais en fait, il faut que dans tous les milieux de vie, nous considérions que les milieux ont des limites dans leur capacité de restauration, dans leur cycle de vie, et c'est à nous, humains, d'adapter nos activités aux capacités du milieu, et pas aux capacités du milieu à faire du mieux possible pour résister en fait à l'impact de nos activités. Parce que ça, on le voit bien, ça conduit à cet effondrement du vivant. Et donc, pour moi, la logique, c'est de dire l'être humain a pleinement sa place dans ces écosystèmes. Et par contre, la question, c'est comment on est positif pour le milieu, comment on est positif aussi pour les générations à venir, comment on laisse un milieu en meilleur état que celui qu'on a trouvé quand on est arrivé.
Pour moi, c'est un peu la quadrature du cercle quand même, parce que aujourd'hui, en 2025, il y a 110 millions de touristes qui pratiquent ce tourisme animalier. Les territoires sauvages sont de plus en plus grignotés. Tout à l'heure, on parlait de cette rivière qui a été déclarée entité juridique en Nouvelle-Zélande. Est-ce que le fait que les communautés locales, que les peuples autochtones aient de plus en plus peut-être de droits de protéger leur territoire, leurs entités, va aller aussi dans un sens vertueux? Est-ce que le dialogue avec les touristes est toujours facile? Est-ce que ça sera le cas en 2075? Pour moi, tout dépend encore de la raison et du sens qu'on met dans le voyage. C'est-à-dire que si on est dans un rapport uniquement de consommation et totalement descendant ou surplombant par rapport au milieu et aux gens qu'on rencontre, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de sens. On est dans une logique capitaliste pure et donc du coup, c'est une logique extractive. On prend ce qu'il y a à prendre, voilà, on se nourrit dans un seul sens de ce qu'il y a à prendre sur ces territoires. Et encore une fois, pour moi, la clé, elle réside dans cette réciprocité. Si on amène quelque chose de positif pour le territoire, si on est en capacité de laisser quelque chose de nous aussi, de bien, pour les gens qu'on rencontre, pour le milieu dans lequel on s'immerge et dont on apprend. Et donc, c'est vrai pour les Maoris, c'est vrai pour énormément de peuples dans le monde qui subissent parfois le tourisme de masse. Et c'est pas le cas qu'en Nouvelle-Zélande. C'est le cas pour l'Espagne, typiquement, où la reconnaissance des droits de la nature sur la lagune espagnole, elle a été guidée aussi par cette logique de stopper l'urbanisation autour de cette lagune, stopper l'artificialisation des terres, les pollutions liées à cette sururbanisation croissante. Et donc, en fait, c'est vrai pour tous les territoires en général, c'est comment on habite le monde. C'est vraiment la clé de la réflexion. Jean-Marc Jancovici a proposé que chaque citoyen ait un quota de voyages en avion qu'il puisse faire. Je fais pas un dessin sur l'impact des voyages en avion, hein, qui est énorme sur le réchauffement climatique et donc l'impact sur la biodiversité. Est-ce que tu penses que demain, des dispositions juridiques pourraient être prises pour que ces fameux touristes voyagent autrement, peut-être plus près de chez eux, plus locavores? En fait, juridiquement, on peut tout faire. On peut bâtir des dystopies juridiques, on peut créer des tyrannies par le droit, on peut justifier tout et n'importe quoi. Le droit, c'est juste une fiction, des normes qu'on crée, qu'on impose. Mais la question, finalement, ça va être plus, je pense, par l'aspect éthique et les valeurs du voyage qui sont transmises et qui peuvent être totalement différentes, justement, si on se pose la question de pourquoi je voyage. Et encore une fois, de se dire peut-être que demain, on va chercher autre chose à travers le voyage. Et donc, la logique de l'interdiction de voyager sera peut-être pas du tout enrichissante d'un point de vue juridique, alors que la question, par exemple, moi, quand je prends l'avion pour aller en Guyane ou dans d'autres territoires, c'est parce que j'y vais pour avoir un impact positif sur le territoire. Bon, moi, mon truc, c'est de m'opposer aux industries minières, tu sais bien. Donc, du coup, je me suis dit, les voyages que j'ai fait en Guyane française pour faire tomber le projet Montagne d'Or, aujourd'hui, j'ai un super bilan carbone. Parce que si tu prends le bilan carbone d'une mine et que tu le mets face à mon bilan carbone dans mon avion, c'est plutôt positif. Oui, mais ça vaut pour toi. N'importe qui peut s'engager localement. N'importe qui part, par exemple, visiter un pays qui se rend compte que là-bas, il y a un projet minier, encore un autre projet pétrolier, un scandale écologique majeur. Même quand tu n'es pas du territoire, tu es un humain qui vit sur cette planète. Et donc, par définition, tu peux aussi t'engager. Tu peux soutenir le combat des populations locales. Tu peux faire ta part en alertant des institutions internationales, en faisant en sorte d'ouvrir les yeux à des ONG sur des territoires et en faisant en sorte que toi aussi, en tant qu'acteur du tourisme, et pas juste en tant que consommateur d'un service touristique, tu as un impact positif sur le milieu. Et donc, tu as une responsabilité si tu choisis de faire ce travail-là, justement sur toi aussi, de te dire comment je laisse quelque chose de positif sur ce territoire. Tu n'as pas fait le voyage pour rien. Marine, à l'intersection des droits de la nature, du voyage, du bien-être personnel, tu pourrais nous raconter une de tes expériences qui t'a changé, qui t'a aiguillé sur la voie que tu as choisie aujourd'hui? Moi, j'ai grandi dans une famille très plongeur. La culture de la plongée sous-marine, ça a été, voilà, depuis toujours, depuis toute petite, je m'en souviens. Et on allait notamment avec mon père plonger à La Réunion, très loin donc de Paris. J'ai passé mes diplômes là-bas et pour lui, c'était important de nous partager ça, de nous montrer l'océan, tout en nous apprenant aussi que c'est pas notre univers. Quand on rentre sous l'eau, par définition, avec une bouteille de plongée sur le dos, on rentre dans un autre monde qui n'est pas le monde des humains.
et on s'invite. Et mon père m'a toujours éduquée comme ça, à me dire on regarde, on touche rien, on ne dérange pas. Lui, il fait beaucoup de photos sous-marines et donc il peut passer 15 minutes sur un nudibranche. Et il nous a appris comme ça la patience, l'observation. J'ai beaucoup travaillé sur la question des droits de l'océan. Il y a des grandes négociations en ce moment et j'essaye de faire reconnaître les droits de l'océan pour mieux protéger ces écosystèmes marins. Je suis retournée à La Réunion 15 ans plus tard avec une équipe pour tourner un documentaire sur la question des requins et la protection du lagon. Et ce bilan carbone, quand j'étais plus petite, de venir plonger à La Réunion, je me dis, voilà, par ricochet, aujourd'hui, j'essaie de rendre quelque chose aussi à ce territoire-là, en retournant plonger, mais en montrant aussi les enjeux aujourd'hui qui sont pas les mêmes qu'il y a 15 ans, l'accélération du dérèglement climatique qui affaiblit les coraux. Et en fait, montrer ces images, rendre accessibles ces informations, ça fait partie aussi de toute une logique de dire voilà pourquoi il faut un droit différent, voilà pourquoi il faut changer notre regard sur le monde. Et donc ça, c'est une petite expérience personnelle, mais je crois que c'est absolument nécessaire de penser toujours à travers ces expériences, son vécu, pour dire voilà pourquoi tout ça a du sens. Merci Marine pour ce que tu es venue partager avec nous. Salut.